Saccalimité, saccalimité, rétention tertiaire, organologie, les gantropologie. Je commence avec Michael. Okay. J'ai beaucoup de problèmes avec ton usage de la notion de fondement. Tu as parlé d'un fondement réel. Comment tu les définis et comment tu peux les détecter. Tu as parlé des conditions de possibilités fondamentales. Ça, je trouve, c'est plutôt un pas en arrière, pas seulement par rapport à la critique du transcendantal amenée par Derrida et Deleuze, par exemple, mais aussi par rapport à Kant. Parce que Kant critique la notion de fondement exactement dans une perspective transcendantale, dans l'introduction à la critique de la raison pure. Et ça, je trouve dangereux cette utilisation de la notion de fondement parce que ça va reproduire exactement, je crois, la même logique que tu es en train de contester, la logique, on peut dire la logique classique. Non, fondament, il y a un fondament infondé, donc il y a une structure et une surstructure. Je trouve que par rapport à ça, le concept de surdétermination d'Althusser, c'est encore important de tenir compte de ça, la pluralité des facteurs dans la détermination. Et ça, c'était aussi par rapport à la question que tu parles des méthodes, donc quelque chose, un appareil théorique qui est indépendant de ce à quoi peut être appelé. Donc, on reste dans une opposition qu'on a déconstruite. Aussi, par rapport à la question de l'idéologie, je ne sais pas, j'ai pensé au chapitre formidable des Spectres de Marx, où Derrida montre que Marx n'arrive pas à conjurer les dangers stirneriens, non? Si l'idéologie est langage, alors tout c'est idéologie, aussi le communisme. Mais enfin, Derrida montre bien, je crois, que même Marx n'arrive pas à s'en sortir dans ce corps à corps avec ça. Et pour Paolo, une question pour... Je crois que l'idée que la nature, c'est quelque chose en fond d'exploitation ou au service de l'homme, ce n'est pas une invention de Descartes, mais ça vient de la religion qui inspire toute la philosophie cartésienne. Dans les domaines des sciences, on pense que Descartes, c'est à l'origine de l'objectivité de la science, mais pour moi, c'est la version, tout ce qu'on peut faire avec la science en respectant les principes dogmatiques de la théologie chrétienne. Ça vient bien avant, non? La Genèse, dans la Bible, dans la Genèse, c'est dit je vous crée, croître et multipliez-vous et dominer surtout la nature. Donc, il faut, remonter un peu en arrière. Et un peu la même chose, peut-être, avec Sarah, la question de la mesure. C'est dangereux, je crois. Établir une identité entre les capitalismes et l'idée du mesurable. L'idée du mesurable, c'est quelque chose qui est, on peut dire que c'est coextensif à l'origine de la philosophie. Et Nemein, nomos Nemein, l'homme mesure de toutes les choses. Et par exemple, Vernant a bien montré, je crois, magistralement montré que la question de la mesure a été fondamentale pour l'invention de la démocratie, la partition du territoire, la responsabilité du territoire. Et aussi, plus je suis plus inquiète par les références à Whitehead, que je trouve absolument métaphysiques. Et surtout, où tu dis que c'est une philosophie de la nature non anthropomorphique, ça ne marche pas. Tu as dit que la nature s'auto-organise, s'auto-produit, s'auto-construit. L'autos, c'est le plus
l'idée plus anthropomorphique, c'est l'anthropomorphisme par excellence. Et aussi l'idée de téléologie, comme nous montre peut-être contre lui-même Kant, on ne peut pas produire une idée de téléologie qui ne soit pas par analogie avec les comportements pratiques humains. Avoir un enfant qui soit la cause de toutes les causes mécaniques pour les rejoindre. Kant fait l'exemple fameux connu, je vais construire une maison pour en extraire un revenu, donc le revenu, les fins, c'est la cause de toutes les causes mécaniques que je mets en œuvre pour rejoindre. Donc je trouve très dangereux, je ne sais pas, Whitehead, je le trouve un peu dangereux. C'est tout. Merci. Je peux peut-être commencer. Alors merci pour cette question sur un point difficile qui n'était pas directement mon objet, mais je crois que je peux y répondre. Effectivement, j'ai parlé du fondement dans deux sens différents. D'abord, la question du fondement chez Marx, quand j'ai parlé de fondement réel, en faisant référence à l'individu réel. Ici, j'utilise le mot fondement en son sens logique, c'est-à-dire ce par quoi il faut commencer pour penser. Et Marx, c'est dans le Capital, mais quand il dit renverser l'idéalisme, c'est bien ce qu'il fait. Non pas commencer par penser l'idée, mais commencer par penser l'individu, ce qu'il appelle l'individu réel. Et ça pose énormément de problèmes, parce que qu'est-ce qu'il appelle l'individu réel? Et il est bien embêté par ça. Donc ça, c'est le fondement en ce sens-là, dans un premier sens. Ensuite, le fondement comme condition de possibilité fondamentale. Alors là, je le prends au sens de l'ontologie fondamentale de Heidegger, c'est-à-dire la manière dont Heidegger lit Kant. Parce que Heidegger va dire que chez Kant, les conditions, ce qu'il appelle le transcendantal, c'est un fondement, mais un fondement d'un nouveau genre, un fondement qui n'est plus métaphysique au sens où on l'entendait, au sens où l'entend Kant, mais qui est encore métaphysique au sens où l'entend Heidegger. Et donc ces conditions de possibilité fondamentale, si je développe un petit peu, ce qui est intéressant chez Heidegger, c'est qu'elles permettent de penser donc, des conditions de possibilité qui ne sont pas seulement un a priori formel. Parce que chez Heidegger, et là il va au-delà de Kant et au-delà de Husserl, les conditions de possibilité sont à la fois empiriques et transcendantales, ce qu'il appelle la facticité. Et c'est en ce sens-là que je l'utilisais. Et ensuite, bien sûr, dans la postmodernité, il y aura une critique à la fois de la métaphysique et de l'ontologie fondamentale, en disant que si on veut éviter Hegel, il faut chercher à ce que le commencement de la pensée ne vienne pas de moi. Il faut chercher il faut faire la rencontre d'un commencement dont je ne suis pas le maître. Et ça sera toutes les contextualisations qui ouvrent tous les textes de Derrida. Il commence à penser par le contexte dans lequel il est invité. Et ça sera chez Deleuze le rapport à un autre, que ce soit le cinéma, la littérature, etc., les sciences humaines, etc. etc. Deuxième élément, dans ta question, la différence entre la question du fondement et la question de la méthode. Oui, alors effectivement, j'ai utilisé une fois le mot méthode dans ma communication, et c'était en un sens peu rigoureux. Je l'ai utilisé simplement pour montrer que le risque qu'il y a avec le concept d'idéologie, c'est de vouloir que ce concept soit uniquement une manière de décrire le réel. Je pense qu'on peut avoir aussi un usage méthodique de l'idéologie, ou mieux encore un usage presque opportuniste, c'est-à-dire conserver le concept d'idéologie pour maintenir la tension entre le politique et le philosophique. C'est-à-dire non pas forcément thématiser l'idéologie en tant qu'elle décrirait une réalité, mais conserver le concept pour ne pas oublier que la philosophie doit aussi être politique. Enfin, le troisième élément, spectre de Marx. Alors oui, évidemment, dans Spectre de Marx, Derrida déconstruit Marx, c'est-à-dire poursuit la désidéalisation de la dialectique jusqu'à sortir de la dialectique elle-même en faisant disjoindre, comme il dit en utilisant Hamlet, disjoindre le temps dialectique.
Et dans ce cas-là, ce qui me semble intéressant dans le spectre de Marx, c'est qu'en faisant cela, en déconstruisant l'idéalisme de Marx, Derrida est amené à étendre le concept de fétichisme. Parce qu'il voit bien que pour que le fétiche ne soit que marchandise, il faut distinguer la valeur d'échange de la valeur d'usage. Mais il va montrer que cette distinction est idéaliste. Et dès lors qu'on déconstruit cette distinction, alors tout devient fétiche, parce que dès qu'il y a production, il y a coupure de l'objet à sa production. Et donc l'objet a une dimension spectrale. Il est hanté par sa production. Et ça, je crois que c'est un point vraiment important. Voilà. C'est Jason Moore qui parle d'un vice cartésien dans cette vision écologique des critiques du capitalisme. Et donc j'ai seulement utilisé cette distinction cartésienne uniquement pour me doter d'un instrument, disons, oui, j'ai utilisé philologiquement ce que Moore dit. Après, bien sûr qu'il y a avant Descartes et spécifiquement dans la religion chrétienne cette distinction pour dominer, disons, la nature. Cela, c'est tout à fait vrai. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais je remonterai aussi bien avant, et je remonterai jusqu'à Platon. Et cela, c'est l'enseignement de Bernard qui nous montre que tout commence avec Platon, et c'est la question du pharmacon, et c'est la question du refoulement de la technique. Et Jason Moore refoule complètement les discours de la technique. Il se ferme à Descartes, et ça c'est symptomatique de sa manière de voir et de diagnostiquer les problèmes. Donc je suis tout à fait d'accord. Je voudrais seulement ajouter une chose. Première chose, deux choses. La première, c'est que la question de ce que nous appelons l'anthropocène, le capitalocène, etc., ce n'est pas une question de la modernité, tandis que Jason Moore veut fixer cette question avec la modernité. Cela commence bien avant. Et deuxième chose, c'est quelque chose d'un peu plus rigolant, c'est qu'en espagnol, les déchets des pellicules, des films, s'appellent descartes. Ça, c'est très intéressant. Et donc, bon, cela. Oui, merci. Donc, je crois que quelqu'un des problèmes que tu as vu dans mon intervention a été causé du fait qu'il s'agit de quelque chose que j'ai un peu réduit. Donc, peut-être il y a eu quelques problèmes de précision dans ma traduction. Tandis que la version anglaise a été révisée par Dan, qui donc la connaît très bien, et la version anglaise, c'est plutôt cohérente. Par rapport à la question de la mesure, oui, c'est vrai, mais en effet, je n'ai pas dit que la mesure a été inventée par le capitalisme. Je dis que dans le capitalisme, il y a une propagation virale de la rationalité de la mesure, et que dans le capitalisme industriel, les calculs s'allient à la production. Donc c'est une gestion capitalistique de la mesure qui nous voyons maintenant. Ce n'est pas que le capitalisme invente la mesure, utiliser quelque chose comme mesure. Mais c'est vrai aussi que toute la question de la partition du territoire, le déplacement des peuples, le repart des activités, etc., ce sont précisément au moins c'est ce que Jason Moore identifie
comme le principe de la naissance du capitalisme dans les explorations géographiques de l'Amérique. Donc il y a toute une question de la mesure et de le positionnement et de le repart comme à l'origine aussi de la naissance du capitalisme, selon Jason Moore. Et à propos de Whitehead, bon, c'est vrai, Whitehead fait de la métaphysique, c'est pas un secret, c'est comme ça. Mais en même temps, il dit que nous pouvons comprendre le monde seulement à partir de ce que nous faisons, dont nous faisons l'expérience. Donc, dans un certain sens, je crois que c'est normal que si l'expérience part de nous, part donc d'un être humain, il y a la tendance à utiliser des mots, des concepts qui viennent de l'expérience et à travers lesquels le logos, comme le dit Whitehead, produit des abstractions. Mais le fait concret de la nature, pour Whitehead, ce n'est pas une nature comme on peut l'entendre normalement, c'est les fleurs, les plantes, etc. C'est tout ce que nous pouvons faire expérience. C'est quelque chose de très vague, c'est ce dont nous avons l'expérience dans la perception. Donc c'est un concept de nature très grand, mais en même temps très lié à la perception, très lié à ce que nous pouvons avoir l'expérience, et ce n'est pas quelque chose d'extérieur qui est totalement relégué à une dimension métaphysique. Il y a une partie plus métaphysique de Whitehead qui commence à se développer avec Procès et Réalité, mais avant, il y a toute cette spéculation un peu plus pragmatique. Je dis pragmatique parce qu'il se réfère aux pragmatistes américains, donc c'est beaucoup lié à la notion d'expérience et aussi à la dérivation de concepts abstraits à partir de l'expérience. Donc c'est un peu ça. Je ne sais pas si tu es satisfait de cette réponse, parce que je pense que le problème avec la métaphysique, quand quelqu'un veut aborder Whitehead, doit être un peu abandonné, parce qu'en fait, Whitehead fait de la métaphysique, il est conscient de faire de la métaphysique, parce que précisément il dit nous pouvons comprendre seulement ce que nous faisons, ce que nous voyons, ce que nous percevons de l'expérience. Donc tout ce que nous spéculons à propos de concepts abstraits, c'est dehors de ça. Il y a... j'ai perçu, Paolo, ton intervention sur la question des cartes, en tout cas la manière dont tu l'as introduit, comme étant quand même un procès à charge contre la cartographie qui était un outil de domination, presque l'outil du Gestalt, de la raisonnement, de la nature. J'ai pas trop saisi l'ambivalence des cartes et de l'illustration, en tout cas également le caractère pharmacologique. Alors peut-être qu'il y était, mais voilà, je pense que les références que tu as prises étaient très voilà, témoignages à charge contre le rôle et l'utilisation des cartes. Sarah, il y a eu des images qu'on attendait qui ne sont pas arrivées, des illustrations. Voilà, et un peu à tous les trois, je vous pose cette question de l'illustration. Il y avait quelques flèches chez Michael, mais vous avez une relation à l'illustration, à la carte, au dessin qui est, je trouve, j'en reparlerai un peu demain, c'est pour ça aussi que je fais cette remarque-là. Très prudent et très... mais
je le comprends tout à fait par ailleurs. Moi, quand j'ai fait de la philosophie, quelqu'un qui faisait un dessin en philosophie, il était grillé. Parce que le schéma, j'ai souvenir d'un exposé que j'avais fait sur, c'était avec Rigal, d'ailleurs, Elisabeth Rigal, un exposé sur Wittgenstein où j'avais essayé de faire des représentations graphiques. Je m'étais fait défoncer. Le simple fait d'avoir recours au schéma, à l'illustration, etc. Et voilà, je voulais savoir si vous étiez conscient de ça, si c'est un problème ou pas, quel rapport vous avez à la représentation, à l'illustration, qui ne soit plus l'écriture, hein, en tant que quand vous projetez comme ça. Voilà, je voulais savoir si vous êtes conscient de ça ou si c'est pas important. Enfin voilà, quel statut vous lui accordez? Oui, moi c'est une question de vocabulaire que je voudrais poser à Paolo. Tu as introduit le terme de no-écologie. Quelle est la différence avec l'écologie de l'esprit? Et du coup, qu'est-ce que tu mets dans ce noos? Tu veux commencer? D'accord. Oui, je suis conscient de ces manières de façonner et de critiquer les concepts de cartographie. Et je sais que il serait un concept ambivalent. Il y a une ambiguïté dans les mots même cartographie, il y a une ambiguïté dans la pratique de cartographie. Mais, et donc, je devrais développer tout un discours, c'est-à-dire un autre texte pour montrer, disons, les caractères transcendantaux de la cartographie, c'est-à-dire les caractères qui permettent à nous de penser à travers la cartographie. Parce que sans cartographie, c'est impossible de penser comme nous pouvons penser. C'est un dispositif, c'est quelque chose essentiellement lié à notre façon de penser. Donc c'est impossible de faire ce que j'ai essayé de faire, c'est-à-dire on ne peut pas seulement critiquer la cartographie. Or, mon intention depuis l'origine de ce texte, c'est en fait c'est de critiquer ou de déconstruire la cartographie comme mot d'ordre. C'est-à-dire, parmi les Déléziennes et les Guattariennes, cartographie signifie toujours quelque chose de très positif. C'est-à-dire, cartographie, c'est un mot d'ordre. Faisons la cartographie de ça, faisons la cartographie de ces choses-là. Il faut faire une cartographie. C'est un mot d'ordre. C'est-à-dire qu'on utilise ces mots comme un concept tout à fait positif. C'est un concept diagnostique tout à fait positif. Ce que je pense, c'est qu'il faut reformuler ces concepts-là. Comme c'est plein de concepts de Deleuze et Guattari qui peuvent être reformulés. Et ça, c'est mon intention, toujours. L'intention de voir derrière un concept qui fonctionne ou qui ne fonctionne pas ou qui ne fonctionne plus, voir comment peut être reformulé ou qu'est-ce qu'il y a derrière ces concepts qui ne marchent pas. Et quand on utilise toujours ces mots-là, et on peut les voir dans, je crois, presque tous les penseurs contemporains, l'utilisation de les mots cartographie, du mot cartographie, je crois qu'il y a un problème. Et ce problème-là, aujourd'hui, j'ai essayé de le montrer au niveau géohistorique. En disant cela, je pense que même Deleuze et Guattari, dans Qu'est-ce qu'est la philosophie, que c'est un texte géophilosophique en tant que tel, ont commencé à critiquer les concepts même de cartographie. Et donc, c'est là. Bien sûr, la limite de mon discours, c'est de montrer les côtés négatifs, disons, de la cartographie et de refouler un petit peu ce que la cartographie peut permettre à la pensée. Donc, tu as perçu quelque chose que c'est tout à fait vrai.
Mais j'ai essayé maintenant de t'indiquer pourquoi je fais cette opération-là. Et pour ce qui concerne la no-écologie et sa différence par rapport à l'écologie de l'esprit, je sais pas, je dois réfléchir à propos de ça. Le mot no-écologie, je l'ai utilisé essentiellement pour critiquer, disons, le discours de Jason Moore. C'est-à-dire, selon moi, ce discours-là de Jason Moore, c'est limité. C'est un discours très limité à une manière de voir les processus de colonisation, disons, de la Terre, limité parce qu'il n'exprime pas rien que soit de la pensée, de la dimension de la pensée. Donc, quand il dit qu'il faut reformuler l'écologie, qu'il faut déconstruire l'image de la pensée de l'écologie, bien, alors, s'il faut faire ça, il faut aller jusqu'au bout de ça. Et donc, il faut comprendre aussi les niveaux, disons, noologiques. Et c'est ce que Jason Moore ne fait pas. Donc, j'ai pensé à la no-écologie comme la manière pour reformuler vraiment l'écologie, en suivant Guattari et les trois écologies. Mais bon, je dois réfléchir s'il s'agit d'un véritable concept ou d'une véritable possibilité au-delà de l'écologie de l'esprit ou si est seulement une autre manière de dire la même chose. C'est quelque chose que je dois y réfléchir. Sur ce sujet, je vais dire un petit mot parce que l'écologie de l'esprit chez Bergson, c'est l'écologie of mind. Et l'écologie no-écologie, c'est l'écologie of experience. Et je pense que c'est très très important. Alors moi je pense que Bergson est un concept très important de l'écologie de l'esprit. Donc tout à fait premier niveau, extrêmement, complètement ignoré. Mais après, il faut savoir que c'est un rapport à la psychiatrie, parce que Bateson, c'est un anthropologue qui a nourri une psychiatrie dite de Palo Alto. Alors ça, Derrida en a parlé, le double bind, mais il n'a pas du tout parlé de l'aspect écologie de l'esprit, précisément, qui est ce qu'il y a de plus intéressant. Le double bind, c'est intéressant parce que c'est l'indécidable, etc. Donc c'est derridien à fond la caisse, mais il y a d'autres dimensions qui ne sont pas du tout derridiennes et qui sont super importantes. En particulier la question du pharmacone, voilà, et qui ne prend pas du tout comme Derrida. Il le prend comme l'alcool, c'est-à-dire, voilà, qu'est-ce que c'est qu'être alcoolique? Et qu'est-ce que c'est que le rapport à l'alcool? Et comment on se soigne de l'alcool avec l'alcool, etc., etc. Ça pose des questions extrêmement importantes. Maintenant, c'est aussi et surtout un type qui a un rapport à la cybernétique, tout à fait spécifique et extrêmement riche et sur lequel il va falloir qu'on revienne. Voilà. Pour moi, Bateson, c'est l'avenir. C'est pas un type du passé. Mais c'est pas la même chose que ce que j'entends, en tout cas, de l'écologie, de la no-écologie, au sens où on parle Paolo, mais c'est, à mon avis, tout à fait compatible, par contre. Oui, Guattari et Deleuze, d'ailleurs, ont lu Bateson, bien sûr. Tu veux dire quelque chose? Merci. Oui, pour la question sur l'image, c'est une question extrêmement compliquée. Et pour tout dire, j'ai toujours refusé de faire des PowerPoint. Et en venant ici il y a 3 ans, je me suis aperçu que tout le monde en faisait. Ce qui est étrange pour des colloques de philosophie. D'accord. Oui, oui. C'est vrai. Faut préciser. Et donc j'ai commencé à me poser la question, disons comme ça, d'une pharmacologie du PowerPoint. Réflexion avortée, mais quand même, quelques éléments. Dans ce que j'ai présenté là, il y a 2 choses. J'utilise, alors on pourrait dire que c'est des images, c'est projeté, mais c'est du texte, mais quand même. Il y a 2 choses. La première, c'est
que, évidemment, si on fait une distinction stricte entre l'idée et l'image, on fait de la métaphysique. Donc si on pense expliquer des idées sans utiliser d'image, c'est qu'on dénie quelque chose. Mais ne pas dénier cela, ça supposerait donc de manifester ces images qu'on véhicule malgré soi. Mais comment on peut le faire? Bon, ça c'est un premier problème, j'ai pas de réponse, hein, mais c'est un premier problème. Alors moi, la manière dont je m'y suis pris ici, c'est plutôt d'utiliser ce support pour faciliter les rétentions secondaires. C'est ce qu'on fait habituellement, c'est-à-dire on marque le plan, on essaye de faire quelques diagrammes pour que dans le déroulement de l'argumentation, ce qu'on pose reste. Voilà, reste voilà, pour faciliter ce point. Pour que si je reprends Bergson, pour que la durée, c'est-à-dire le fait de suivre dans la durée l'argumentation soit plus aisée. L'autre élément, c'est l'image, cette fois-ci au sens de Deleuze, c'est-à-dire l'image de la pensée. C'est ce que aussi j'essaye de faire, mais ça, j'ai encore pas trouvé la manière de le présenter, disons, sur un support, à savoir rendre compte de l'horizon dans lequel on parle. Sur quel plan on se pose, quoi. Ça aussi, j'ai essayé de le faire, mais je pense que là, il y a deux choses. J'ai l'impression, alors, que c'est important de réussir à, effectivement, représenter cet horizon. Mais pour l'instant, moi, je ne vois pas comment faire, hein, mais effectivement, je crois que ça serait important. L'autre élément, c'est que si au début de la présentation, on peut poser l'horizon, à la fin, on peut le cartographier, c'est-à-dire on peut normalement montrer les trajets qu'on a opérés sur ce plan. Alors comment représenter ces trajets? C'est ce que j'ai fait dans ma dernière diapositive. En nommant, c'est pas une image, mais c'est déjà un début, hein, en nommant les lignes qu'on a suivies et les croisements auxquels on a abouti. C'est les trois éléments que j'ai mis à la fin de ma présentation. Parce que l'espace qu'on a parcouru nous a permis d'identifier des croisements qui sont des concepts que j'ai thématisés là sans les dire. Hein, c'est pour ça que je parle d'images véhiculées par le discours. Ce sont des croisements qui correspondent à des concepts. Alors là, j'avais parlé de la vitesse du concept, la légitimité du concept, la machination du concept. Mais effectivement, je crois que c'est quelque chose qu'il faut reprendre. Et bien sûr, cette pharmacologie du PowerPoint suppose d'abord une critique radicale de l'illustratif anecdotique qui est purement divertissant, quoi. Ah, d'accord. Bon, c'était une manière de répondre. Si tu veux dire quelque chose. Juste bon, quand j'ai proposé au début des images, je savais que mon idée d'image était plutôt d'une image littéraire, donc de la littérature. Et je me suis dit cette fois, parce que normalement, bon, autrefois, j'ai toujours utilisé des images de figures pour illustrer mon discours. Et bon, c'est un peu, comment dire, normal. Je crois que quand quelqu'un ne parle pas sa langue maternelle, utilise aussi des PowerPoint, des choses pour se faire comprendre un peu mieux, parce que quelquefois, c'est vraiment compliqué. Mais bon, cette fois, j'ai utilisé, et ça c'était justement pour répondre un peu à Michael, et cette fois, je pensais d'utiliser des images littéraires, de littérature, parce que je pensais qu'elles donnaient vraiment l'idée très claire de ce que j'étais en train d'expliquer avec d'autres mots. Donc, je pensais que Musil et Dickens c'était vraiment parfaitement... C'était mieux qu'une illustration figurative. Donc, je pensais... Est-ce que je peux juste prendre le micro, on ne t'entend pas assez. Ah, d'accord. Bon, j'ai terminé. Alors, c'est plutôt une association après la présentation de Sarah. Et tu peux répondre aussi avec des associations, mais je pensais à un texte de Freud, je ne me rappelle pas maintenant le nom, où il parle de certains cas pathologiques où on attend toujours une catastrophe. Et certaines personnes qui même cherchent le risque et s'exposent à des situations extrêmement dangereuses,
comment si elle cherchait la mort, et parfois ça arrive aussi qu'il meurt, mais c'est une chose thérapeutique dans ces analyses, c'était de dire la catastrophe s'est déjà passée, a déjà eu lieu. Et ça fonctionnait comme un sens thérapeutique des processus parce qu'il y avait eu une rupture de l'ego très tôt dans ces cas-là. Et alors je pensais à cette reconnaissance de la colonie comme une catastrophe qui a déjà eu lieu. Et je pensais aussi à la thèse de médecine de Françoise Tosquelles, le psychiatre qui a commencé, qui a travaillé à Saint-Alban-l'Auxerre, qui s'appelle le vécu de la fin du monde dans la folie, l'expérience de Gérard de Nerval, et où il parle de, un trait commun dans les gens qui sont à la clinique, c'est qu'ils ont des hallucinations de la fin du monde, et surtout très religieuses, qui ont souvent liées à les images archaïques, et c'est le cas de Nerval, de la mer, ou des images religieuses de la mer archaïque, des images primaires. Et alors que c'était toujours cette fantasie de la fin du monde ayant eu lieu. Alors je ne sais pas si ça se lie à... Je n'ai pas lu le Dance of the World, mais je ne sais pas si ça se lie à ça. Merci. Oui, c'est une remarque pour revenir sur la représentation de la pensée. Il y a une terminologie de Benjamin qui s'appelle l'image de pensée. Alors, on travaille tous, et l'IRI développe des choses avec les mind maps, les cartes mentales. Je crois que c'est peut-être une question qu'on devrait approfondir un petit peu. C'est très compliqué, c'est très compliqué. Et sur le terme d'image, je pense que c'est intéressant de voir comment ça s'inscrit, parce que toute visibilité ne fait pas image, tout comme toute sonorité ne fait pas musique. Voilà, et les questions, c'est comment on représente et comment on inscrit, ou comment on grammatise tous ces éléments qui sont évidemment divers, et ça rejoint peut-être aussi des questions de langage. Merci pour les trois exposés qui sont très riches. Et la question que je voulais vous poser, c'est en lien avec ce qui a été dit par Christian et par Colette. C'est la question du chemin, en fait, ou plus exactement de l'acheminement de la pensée. Et en fait, la question qui se pose, c'est la relation peut-être entre le schème, le schéma, la carte et le diagramme. C'est-à-dire qu'en fait, là, on a, disons, évidemment une série dont on n'a pas fini d'en parler, si j'ose dire, quoi. Tout simplement parce que dans les deux exposés, la question du trajet, c'est pour ça que je parle de l'acheminement, comme le fait d'arriver, de faire arriver quelque chose qui s'appellerait l'image de la pensée, quoi. Et si on essaye de développer un peu cette affaire, évidemment, on a le schème kantien, on a le schème qui est repris chez Bergson, et à partir de ça, qu'est-ce qu'on en fait, quoi? Alors, à mon avis, il y a une possibilité de sauter, entre guillemets, au sens de Simondon, évidemment, pas à saute-mouton, du schème au schéma. C'est-à-dire que le schéma, évidemment, c'est une incarnation de plusieurs choses. Il y a plusieurs types de schémas. Un schéma heuristique, quelqu'un qui fait une sorte de schéma de l'origine de sa pensée. Il y a plein de travail de savants dont on peut, d'une certaine manière, considérer qu'on doit travailler sur cette émergence, en fait, d'une pensée dans un processus, quoi, qui n'est pas achevé, parce que ça serait le premier état, en fait, du schéma, le schéma heuristique. Il y aurait un schéma d'une certaine manière canonique, c'est-à-dire que là ça cristallise évidemment, donc le fameux schéma de la communication de Shannon par exemple va être repris par tous les gens de la cybernétique avec des variantes,
Et là, les variantes de ce schéma canonique, à mon avis, est tout à fait intéressant, puisqu'en fait, ça fait parler de discipline. Un biologiste ne va pas avoir la même interprétation qu'un psychiatre, etc. Et là, à mon avis, on aurait un travail à faire de micro-perception, en fait, de l'évolution de la pensée à travers les schémas canoniques. Et ensuite, on a le schéma technologique, c'est-à-dire, en fait, c'est le schéma du mode opératoire. Et on voit bien d'une certaine manière que sur les schémas, on a quand même pas mal de boulot à faire. Et avant de se précipiter dans un troisième saut, qui serait en fait la cartographie. Alors moi j'ai beaucoup aimé dans un premier temps l'écart. Tu vois, le jeu de mots et cartographie, la carte n'est pas le territoire, évidemment, et là c'est vrai que tu as raison de souligner évidemment cette dimension-là. Après, c'est vrai que je partage aussi l'avis de Christian, la charge est lourde contre l'Occident. Mercator, quoi, évidemment, hein, c'est-à-dire que le Mercator comme carte, ça devient la mercatique. Hein, c'est-à-dire que là, mais à mon avis, les collapses de la pensée, ce sont des raccourcis de vitesse dont il faut parfois se méfier. Et donc la charge de l'acheminement d'une pensée critique de l'Occident, oui, mais en fait, avec, pas forcément modération, mais avec distinction et vigilance, quoi. À mon avis, ça me semble important. Alors, donc la cartographie comme enjeu fondamental aujourd'hui du numérique, évidemment. Parce que dans les méthodes des sciences humaines et sociales, on voit bien que les humanités digitales sont absolument fascinées par la cartographie, alors qu'on pourrait d'une certaine manière s'interroger sur qu'est-ce qu'on va lire dans une carte d'un réseau si on n'a pas de principe de légende. Les principes de légende, évidemment, ça suppose des métadonnées, une construction du cadre interprétatif, quoi. Et ça, on voit bien d'une certaine façon que l'appareil prescrit, enfin l'appareil, le logiciel qu'on va utiliser, il y a une mode de prescription en fait presque d'un cadre interprétatif. Hein. Bon, ça a été traité d'ailleurs, j'ai un peu de pub, dans le texte à venir du numéro 1 en fait de la revue Études digitales. Et puis ensuite, donc l'état de la carte, c'est un vrai enjeu, quoi. Et troisième point, alors c'est un enjeu épistémologique, mais c'est aussi un enjeu économique. Hein. C'est banal de le dire. Et après, il y a un troisième niveau, c'est-à-dire en fait le diagramme. Et là, évidemment, le mode de la représentation du diagramme, il y a la diagrammatique deleuzienne, qui, à mon avis, est largement, j'allais dire sur le plan conceptuel, on a l'impression de comprendre quelque chose, mais on n'a jamais vu comment ça marchait. Tout simplement, peut-être qu'il n'y a pas le mode opératoire pour faire marcher en fait cette diagrammatique, c'est-à-dire cette logique du diagramme qui en fait évidemment rendrait compte des agencements. Et en fait, on aurait une visibilité de l'agencement telle que la pensée qu'on essaye de mettre en œuvre se manifeste. C'est un peu ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire en fait de la difficulté soit de passer, ou ne pas passer de l'exposé oral. Qu'on peut maîtriser, bon, évidemment, dans une agrègue où on ne te demandera pas de faire, on va dire du discursif, mais pas du PowerPoint. Ensuite, de l'autre côté, il y a une critique du PowerPoint, il y a un bouquin qui a été fait là-dessus, mais qui est en fait trop rapide. Et en fait, on est dans une sorte d'entre-deux, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore ce mode de visibilité. Alors Bernard, c'est vrai qu'il utilise des images de la pensée pour donner à penser sa pensée, presque. C'est-à-dire en fait la façon dont... Et il n'y a pas que des images aussi, il y a des textes que tu surlignes, etc. Il y a une sorte d'ambivalence sémiotique entre image et texte dans ce que tu fais, qui d'ailleurs est très pédagogique en fait, puisqu'en fait on a l'impression de s'approcher de ta lecture, tout en restant dans une distanciation. Après, il y a des icônes, enfin, il y a du figural, en fait, des figures plutôt. Et après, la question qui est posée, là, c'est la question du figural chez Lyotard, qui est une question fondamentale dans laquelle il y a le sublime. C'est un grand livre, je pense, à mon avis, un des grands livres de... Je pense aussi ça. C'est-à-dire qu'en fait, le figural, c'est un très très grand livre dans lequel il y a Freud, évidemment, qui est constant, et en même temps une volonté, de repenser le sublime de Nongin, dont tu as parlé un petit peu indirectement. Donc voilà, l'idée, en fait, on avait eu comme idée, et d'ailleurs Bruno Bachimon était assez d'accord, et j'en avais parlé aussi un petit peu à Vincent, de faire un colloque un jour sur cette affaire-là. C'est-à-dire, en fait, schéma, carte et diagramme, alors, qui Louis
Oui, oui, bien sûr, non, bien évidemment, bien sûr. Et après, on peut discuter avec Bruno, mais en fait, là, on a, à mon avis, quelque chose qui aussi va intéresser, le questionnement sur les réseaux, et en particulier la cartographie des réseaux. Parce que l'enjeu fondamental, et Youk là-dessus, à mon avis, il fait des choses assez intéressantes, c'est qu'on a une cartographie des réseaux qui ne dépasse pas celle de Moreno pour l'instant, qui est en fait une cartographie... Oui, tout à fait. Où en fait, un point, c'est quoi? C'est un point, donc c'est un sujet, devient une intersection. Et en fait, il n'y a pas d'individuation. Et donc là, la vraie question que tu poses, évidemment, c'est une question fondamentale. Et la question, alors le concept qu'on pourrait peut-être faire avancer, et qu'on a retrouvé sur le transjet, moi j'ai beaucoup aimé, enfin, l'idée de transjet, l'idée du trajet, le trajectif aussi. Toute cette histoire du trajet qui renvoie effectivement aussi à Bergson, quoi. C'est-à-dire comment on passe du moment à la durée. Voilà, enfin, je pense que là, on a peut-être un travail à faire collectivement là-dessus. Dans le cadre de la convention, à mon avis, ça serait peut-être un des terrains. Voilà. Ce que je propose, parce que je voudrais aussi dire quelque chose qui enchaîne un peu plus les questions et celles de Colette, mais je propose que d'abord, Sarah, je propose que vous répondiez d'abord à Tania. Donc, non, je propose que vous commenciez par répondre à Tania. J'ai un micro. J'ai deux micros. Si oui, bien sûr. Et oui, merci pour la suggestion. C'est parfait. Je ne connais pas les textes dont tu as parlé, donc après tu me donnes les références. Mais oui, ces textes de Danowski et Viveros de Castro analysent la question de la fin du monde un peu plus de point de vue collectif, donc avec sa profonde résonance politique. Et parce que, et aussi celui de Michael Fossel, parce qu'il voit comme maintenant la question, la fin du monde, ce n'est plus quelque chose limité au délire de quelqu'un ou à un esprit particulier comme c'est l'esprit religieux, mais c'est plutôt quelque chose de généralisé qui appartient à l'humanité tout entière et donc qui a immédiatement des reflets politiques importants. Et donc c'est justement la question, que faire quand on se doit confronter tous les jours avec l'idée d'une fin du monde? Comment dans d'autres cultures, il y a des peuples qui ont déjà passé cette phase de fin du monde. L'exemple de Maya, pour moi, a été vraiment intéressant parce que ce sont des peuples que chaque fois qu'il lui passe quelque chose de grave, quelque chose qui bouleverse l'ordre de la société, ils parlent de fin du monde. Donc pour eux, il y a vraiment une coupure importante qui provoque la nécessité d'un choix dans notre monde. Et le fait de la choix, c'est précisément ce que, je crois, nous doit orienter dans les discours sur les néganthropocènes. Donc voilà, c'est ça. Merci Sarah. J'ajoute juste sur ce point, en fait la catastrophe qui a déjà eu lieu, Tania, c'est Winnicott qui en parle, c'est pas Freud. Et voilà, et c'est le psychotique de Winnicott, c'est la pensée de la psychose chez Winnicott. Donc le psychotique est toujours dans cette anticipation. Voilà. Et donc c'est une question aussi de l'après-coup et du trauma. Sur ce que je viens de répondre à Sarah, puisque vous venez de parler des Mayas, mais moi je pense aussi aux Japonais, puisque le rapport au tremblement de terre, par exemple, au Japon, j'étais à Tokyo là, il n'y a pas très longtemps, et on parlait de la probabilité d'un nouveau tremblement de terre considérable. Voilà. Et les Japonais vivent là-dedans, c'est la culture des Japonais. Et évidemment, surtout dans les villes, parce que dans les campagnes, c'est un peu différent, mais dans les villes, voilà. Et il y a toute une discussion en ce moment à Tokyo sur, on va faire les Jeux Olympiques à Tokyo, on veut faire les Jeux Olympiques à Tokyo, mais voilà, ça va coûter extrêmement cher, parce que, bon. Et voilà. Donc, en fait, il y a des cultures qui ont un rapport
J'en parlais en fait un petit peu hier matin quand je parlais des échelles, des échelles de, par exemple, l'espérance de vie, etc., des âges et tout. Enfin, c'est très varié. Et ça, c'est très lié à la géologie, voilà, et la localité pour le coup. Les Mayas aussi, je pense, ont une culture de tremblement de terre. Je ne sais pas, mais c'est une région aussi de tremblement de terre. Vous en avez connu un. Bon, moi, je voulais vous remercier tous les trois d'abord parce que c'était vraiment extra cette matinée, je trouve. Et je me dis d'ailleurs que, parce qu'hier matin, vous n'étiez pas encore arrivé, mais j'ai proposé qu'on publie quelque chose qui serait une espèce de manifeste, ou de je sais pas quoi, et je me dis que voilà, ça devrait être étayé par des textes comme ça, sur ce registre, ce niveau de formalisation. Et donc peut-être qu'on va en reparler plus tard. Par rapport à ce que disait Michael, bon, je pense que il y a un point que je voudrais dire juste comme pour introduire, c'est que on parle beaucoup de transindividuation, du transindividuel, ça c'est le terme de Simondon. Moi je l'ai repris sous le mot de transindividuation et de processus de transindividuation. Et je pense que tout ce que vous avez posé, ce sont des problèmes de pharmacologie de la transindividuation. Et ça c'est extrêmement important. Parce qu'en effet, bon, Éric Hazan avait repris la langue du Troisième Reich en faisant la langue de la Cinquième République. Bon, c'est très très intéressant, c'est un texte très intéressant. En même temps, à mon avis, qui rate l'essentiel, voilà, qui ne voit absolument pas le marketing comme une nouvelle idéologie, etc., et qui est dans une espèce de très intéressant, mais en même temps très très décevant, je trouve. Même s'il faut le lire, à mon avis, c'est très très important. Comme vous avez commencé par la question de l'idéologie, en partant de l'idéologie allemande, bon, vous le savez, puisque vous avez bien lu Pharmacologie du Front National, pour moi, le texte de Marx et Engels qui a été lu par personne, à commencer par Derrida et par Althusser, c'est l'idéologie allemande. Althusser l'écarte d'un point de vue méprisant, en disant c'est du pré-marxiste, c'est du pré-capital, c'est pas scientifique. Bon. Comme si d'ailleurs Marx n'avait jamais parlé de scientifique. Il n'y a jamais eu de question scientifique chez Marx. Hein. C'est chez Althusser qu'on veut faire du marxisme scientifique, pas chez Marx. Mais par contre, par quoi commence l'idéologie allemande? Par l'exosomatisation. Et c'est pour ça que je dis souvent en ce moment que le premier penseur de l'exosomatisation, c'est pas Lotka, c'est Marx et Engels. Voilà. C'est ce qu'il pose en point de départ. Et la question du langage est une dimension de l'exosomatisation. Et je pense qu'il faut remettre les choses dans ce sens-là. Et à partir de là, de repenser la bêtise transcendantale, parce qu'évidemment, là, ça connecte avec Épiméthée et donc avec la bêtise de Deleuze. Pourquoi faire? Pour repenser des causalités et des quasi-causalités, et des causalités qui doivent en passer nécessairement par la quasi-causalité, c'est-à-dire par l'artifice, par la bêtise. On part de la bêtise. C'est ce que dit Nietzsche. Voilà, on commence par là. Et ça, c'est absolument fondamental. Après, tout ce que vous avez dit sur l'analytique, pour moi, c'est absolument majeur, évidemment. Ce que j'essaye de faire aujourd'hui, si j'insiste tellement, depuis quelque temps, très 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 régulièrement sur « il faut lire tout Phèdre » et pas simplement le passage sur Teut, etc. Et en particulier, la dimension de Phèdre où Platon dit, selon moi, contre Socrate, enfin pas contre, mais au-delà de Socrate, et pas du tout dans le discours de Socrate, que la dialectique, c'est l'analyse d'une part, la synthèse de l'autre. En fait, il prépare ce qui va devenir la théorie des facultés chez Kant. Et il est en train de préparer la différenciation entre raison et entendement, dont j'ai un petit peu parlé déjà hier. La raison qui est synthétique et l'entendement qui est analytique. Alors, Paul Marc, qui va parler tout à l'heure, m'avait fait remarquer, oui, mais l'entendement est aussi synthétique, bien entendu, puisqu'il héberge les jugements synthétiques a priori. Mais c'est pas du tout, c'est justement des jugements synthétiques a priori. Et la raison est synthétique a posteriori. Et donc, c'est très, très, très différent. C'est pas du tout la même synthèse. Voilà. La synthèse a priori, c'est la synthèse métaphysique, disons. C'est encore le transcendantal dans ce qu'il a de métaphysique. La synthèse a posteriori, c'est c'est ce que Derrida appelait la responsabilité. Donc, là, on est confronté à quoi? À une organologie de la responsabilité. Et à quelque chose qui n'est pas simplement la question de la compréhension, Verstand, understanding, mais de ce que j'appelle moi maintenant la surpréhension, qu'on a essayé avec Paul-Émile Geoffroy de traquer sous des formes rétentionnelles. C'est-à-dire comment on peut faire une économie des rétentions tertiaires de la surpréhension, c'est la question d'une nouvelle herméneutique. C'est pour ça qu'on avait parlé d'un web que nous voulons qui serait un web herméneutique, c'est-à-dire néganthropique. Voilà. Alors,
J'aurais plein de choses à dire sur ce que vous avez dit, donc je vais pas être long parce qu'il faut qu'on aille manger bientôt, mais et puis il faut que vous puissiez répondre à toutes ces questions. Mais bon, sur Marcuse, je dis juste en passant, c'était très intéressant. Je me souvenais pas moi de tous ces aspects. J'avais lu Marcuse, c'est un des premiers textes que j'ai eu de philosophie, et je l'ai un petit peu relu pour écrire Mes créances et discrédits, le tome 3, mais je me souvenais pas de ces références au langage analytique et tout ça. Pour moi, le problème avec Marcuse, c'est que tout ça, il le fait dans une certaine compréhension de Freud, et qui est une mécompréhension de Freud. Pour moi, Marcuse ne comprend rien à Freud. C'est-à-dire qu'il oppose le principe de réalité et le principe de plaisir. C'est ce dont Derrida a montré précisément dans la carte postale, que c'est précisément pas une opposition, mais ce que Derrida appelle une stricture. Et je pense que ça, si j'y insiste, c'est parce que je pense que c'est une responsabilité politique aujourd'hui de revenir. Moi, je prends très au sérieux l'école de Francfort, Marcuse et tous ces gens-là. Je ne considère pas du tout que c'est de la métaphysique dépassée. Pas du tout. Je pense qu'il faut les relire, au contraire, mais il faut les critiquer. Mais je pense que le point faible, c'est, en tout cas chez Marcuse, c'est Freud, c'est un rapport à la psychanalyse. Et évidemment, c'est d'autant plus grave que mai 68 s'est emparé du discours de Marcuse sur la psychanalyse. Et donc, en faisant principe de réalité égale principe de rendement égale capitalisme, etc., c'est une fausse lecture, soi-disant libidinale, du capitalisme, sur laquelle d'ailleurs Lyotard a enchaîné, d'une certaine manière. Donc voilà, ça je pense c'est très très important. Sur après Heidegger, je suis absolument d'accord avec ce que vous disiez. Heidegger et la poésie, c'est l'opposition au calcul. Il ne voit même pas que la poésie, c'est du calcul. Et c'est d'abord du calcul. Comme la musique. J'ai travaillé dans une institution qui est l'IRCAM, où la musique, c'est avant tout computationnel. Voilà. Et évidemment, les mauvais musiciens de l'IRCAM, et il y en a plein, je le dis franchement parce que je leur ai dit quand j'y étais, c'est pour ça que je suis parti ensuite, mais les mauvais musiciens de l'IRCAM, ils font que du calcul. Vincent connaît bien, c'est ce que j'appelle la quincaillerie électronique de l'IRCAM, et c'est de la merde. Pour dire de quoi je parle de la musique de Philippe Manoury. Et il y a de la très bonne musique, c'est de la musique qui mobilise le calcul pour produire de l'incalculable, c'est-à-dire de l'absolument improbable. Voilà. Et ça, c'est ce qu'on retrouve chez Heidegger dans son rapport au calcul. Et qui est, à mon avis, basé sur une mésinterprétation du livre 7 de la République. Quand je dis que c'est une mésinterprétation, je suis un peu injuste, parce que je dois tout à cette interprétation, en fait. Moi, je suis parti de cette interprétation critique de Heidegger, que Heidegger fait du livre 7 de la République, en disant « Aletheia devient orthothèse ». Sauf que, en disant ça, au lieu de faire une composition avec l'orthothèse, il fait une opposition. Et c'est là qu'on retrouve Derrida. C'est pas une opposition, il n'y a pas d'opposition entre Aletheia et orthothèse. Et Derrida, Heidegger va en faire une opposition. Et en effet, ce que vous disiez tout à l'heure, son antisémitisme et son nazisme est basé là-dessus. Voilà. Ça, c'est absolument fondamental. Et ça renvoie à la question de la localité, Heimat, etc., etc. Et donc, à l'idiome. Et ce que Derrida a toujours essayé de faire, c'est de montrer que l'idiome est technique, en effet. Je suis archi d'accord avec vous. C'est comme ça, moi, que j'ai toujours lu Derrida, et c'est pour ça que j'ai toujours lu Derrida. Après, chez Derrida, il y a une difficulté. C'est qu'il ne pense pas à la rétention tertiaire. Il ne la différencie pas en tant que telle, pour des raisons, pour lutter contre le logocentrisme, par exemple, de la supériorité de la langue alphabétique sur l'écriture chinoise, hein, il cite Hegel et tout ça, ou Hegel et bien d'autres. Et je comprends très très bien cette lutte contre le logocentrisme. On était dans le logocentrisme ce matin avec tout ce que vous avez dit, enfin dans la question post-logocentrique. Mais en même temps, si on indifférencie les rétentions et qu'on ne distingue pas la rétention tertiaire, on est très très vite, on n'a plus de main, quoi, on ne peut plus rien faire en réalité. Et si j'y insiste beaucoup, c'est pour revenir sur la question, le débat qui a été ouvert par Christian sur l'image, mais aussi la manière dont l'a reformulé et repris Franck. C'est la question du schématisme. Moi-même, j'ai soutenu que le schématisme kantien est métaphysique parce qu'il ne voit pas qu'il est rétentionnel. Et que du coup, il n'est pas transcendantal, il est atranscendantal. C'est-à-dire qu'il est constitué par les schèmes sensorimoteurs exosomatisés. C'est l'exosomatisation des schèmes sensorimoteurs, je parle la langue là quand je dis schèmes sensorimoteurs, c'est au sens de Simondon, qui fait qu'on sort du schème sensorimoteur et qu'on rentre dans le schème que Kant appelle transcendantal. Le problème, c'est que Simondon tombe lui-même dans le truc parce qu'il réintroduit par la fenêtre ce qu'il avait sorti par la porte, puisqu'il dit que le schème n'est pas lié à un support, puisqu'il essaye de penser le schème avec l'information. Résultat, il redevient un métaphysicien. Et ça, c'est vraiment consternant. Voilà. C'est vraiment désolant. Maintenant, c'est pareil avec Deleuze.
Parce que Deleuze réintroduit du mauvais Bergson et du mauvais Simondon dans son diagramme. Son diagramme, il est soi-disant pas technique. Voilà. Il oppose le diagramme à la pensée technique. Ce qui est absolument ridicule. Et en plus, pour dire c'est comme ça qu'il faut lire Foucault. Foucault disait exactement le contraire. Foucault disait c'est à partir des fusils qu'il faut penser les organisations. C'est pas à partir d'un schème ou de je sais pas quoi. Donc c'est incroyable comment des mecs aussi puissants que Deleuze, Simondon ont pu néanmoins être à nouveau pris. Par quoi? Moi je dirais par une culpabilité philosophique. Ce qui est très chiant pour Simondon. Pour Deleuze, il serait furieux de m'entendre dire ça, mais je pense que néanmoins il est encore pris dans un machin qui est un schème monothéiste en fait. Alors, derrière cette question du schème monothéiste, il y a les épistémicides. Parce que, alors, moi, je veux écrire un livre qui s'appelle La guerre des esprits. Je l'annonce depuis longtemps, c'est le tome 5 de La technique et le temps. Sur quoi est-ce que ça revient? Eh bien, justement, sur Foucault, qui a parlé de Port-Royal en oubliant complètement la compagnie de Jésus. Mais c'est pas possible. Port-Royal, c'est que dalle au niveau de la portée globale. C'est une petite histoire française. Alors que la Compagnie de Jésus, c'est la mondialisation de l'Occident et du capitalisme. Et la Compagnie de Jésus, c'est une politique des instruments linguistiques, comme les appelle Sylvain Auroux. C'est-à-dire des rétentions tertiaires. Le problème, c'est que Sylvain Auroux dit des pires conneries sur Derrida, parce qu'il déteste Derrida. Sylvain Auroux, c'est un marxiste basique, voilà, matérialiste au sens... mais avec des idées géniales, parce qu'il a extrêmement bien étudié la lutte pour la guerre des esprits. Et ce que vous trouvez en Équateur, et tout ce que vous avez dit sur ce qu'a produit ce mec de Duke, et aussi l'anthropologie, etc., c'est un retour de flamme, pour moi, de cette guerre des esprits. Mais c'est un retour de flamme très, très, très intéressant. C'est un effet boomerang extrêmement intéressant. Et, enfin, moi, j'ai pas du tout entendu ce qu'a dit Paolo comme un rejet de la cartographie ou des images ou quoi que ce soit, absolument pas. Mais par contre, je l'ai entendu comme une question effectivement, d'une géopolitique de l'élimination des singularités par des instruments qui sont des pharmacas. Et c'est ce qui s'est produit, c'est la puissance de l'Occident, ça. Mais c'est aussi l'impuissance de l'Occident. C'est-à-dire que c'est aussi ce qui détruit l'Occident et ce qui fait que le capitalisme détruit l'Occident. Ça, c'est notre argumentation, je crois qu'on est d'accord là-dessus, pour répondre aux post-coloniaux, post-colonial studies. Et en effet, là, il y a une question très très importante qui est l'hubris du point zéro, c'est-à-dire la délocalisation. C'est ici que Whitehead est important. Bien sûr que Whitehead, ça paraît archi-métaphysique, il parle même de Dieu. Et d'une manière qui paraît, ça prend du temps de rentrer dans Whitehead. C'est super difficile à lire en plus. Moi, il y a plein de trucs auxquels je comprends toujours absolument rien. Bon, voilà. Mais en même temps, il y a des trucs qui dépassent complètement et la métaphysique et la spéculativité, etc. et qui sont absolument foudroyants. Pourquoi? Eh bien parce qu'il pose le problème de l'entropie et de la négantropie. Il les cite pas d'ailleurs, il les cite quasiment jamais, enfin il ne s'y réfère jamais, mais par contre il parle de la désintégration cosmique. Et en fait il ne parle que de Hubble, voilà. Et il est géophysicien, enfin il est physicien avant tout, c'est un mathématicien et un physicien. Et donc il n'est pas d'abord philosophe, il fait de la philosophie pour pouvoir faire de la science, ce qui est admirable. Et avec une rigueur incroyable, et parfois des machins un peu incompréhensibles pour moi, mais... Et il pose la question du croire. Et je pense que dans ce que disait Sarah, ce qui est très très important, c'est il faut croire au monde de Deleuze, voilà. Et ça, c'est une question que je vous adresse, moi. Qu'est-ce qu'on fait de la croyance aujourd'hui dans l'Anthropocène? Pour moi, souvent, je sens le bénitier pour beaucoup de gens. Ce qu'on appelle en français sentir le bénitier, ça veut dire, ah bah là, voilà un crypto-christo-macho, christo, je sais pas quoi. C'est-à-dire un crypto-chrétien. Voilà. Un chrétien qui s'ignore et qui fait revenir les figures du christianisme. Ça ne me dérange pas forcément. Hein. Le christianisme, c'est comme Bergson, c'est comme Kant. Il y a des trucs achetés, mais il y a quand même des trucs vachement bien aussi, quoi. Mais je pense que la question, quand on dit singularité, on dit croyance. La singularité croit dans sa singularité, et sa singularité n'est jamais seulement sa singularité, mais la singularité de son monde. Et ce monde est une croyance. Et je pense que c'est de ça dont parle Gilles Deleuze.
Et ça, il faut le prendre extrêmement au sérieux, parce que si on n'arrive pas à reconstruire un discours que je dirais athéologique de la croyance, que j'appelle moi atranscendantal, pas simplement athéologique, eh bien on est foutu. On est foutu, on est condamné aux formes régressives de la réactivation des vieilles croyances archaïques. Voilà. Et ça, c'est fondamental. Et pour ça, en effet, il faut lire Mouzil, c'est extrêmement important. Et notamment l'article que vous avez cité de Laurence Dayan, qui est un excellent travail d'analyse. Et en même temps, il faut lutter contre la réappropriation de Mouzil par Bouvresse, parce que Jacques Bouvresse, qui est un promoteur du cognitivisme et de la philosophie analytique, etc. en France, qui est intelligent, cela dit, qui a fait connaître Wittgenstein en France, etc. Mais c'est pas un petit couteau, c'est pas un second couteau, mais en même temps, il a une interprétation de Mouzil, à mon avis, absolument catastrophique. C'est-à-dire que précisément, purement analytique, et précisément ce que je crois, c'est que Mouzil dit qu'on ne peut pas être purement analytique. Moi, la question que je voudrais adresser à Sarah sur cette question, c'est le rapport entre Mouzil, Nietzsche et la croyance. C'est-à-dire, puisque au départ, Mouzil, c'est un lecteur de Nietzsche, et c'est à partir de ces lectures de Nietzsche qu'il va vers ces questions de moyenne, d'exception, etc. Et comment est-ce que, voilà, à partir de tout ça, on peut repenser la quasi-causalité pour aller vers cette question du choix. Voilà. Je voulais juste faire des remarques comme ça en passant à Francesco. Je pense que, pour moi, je n'ai pas du tout entendu que Michael voulait reconstruire un fondement. Je pense qu'il essayait de traquer au contraire ce que j'appelle moi parfois l'effondrement, voilà, et qui conduit à l'effondrement au sens de collapsus de Jared Diamond, c'est-à-dire la géographie des mondes qui s'écroulent, voilà, et qui est un texte qu'il faut lire en ce moment, parce qu'aujourd'hui on est dans la question de cet effondrement, ce collapsus, mais à l'échelle cosmique, et non plus à l'échelle d'une civilisation. Et de la même manière, je pense que la question de la mesure, bien sûr, si on suit Heidegger, par exemple, c'est Descartes, c'est Platon qui met la mesure au centre. Et si on suit Socrate, c'est pas Platon, c'est Protagoras, c'est-à-dire c'est l'homme-mesure. C'est vrai. Mais en même temps, c'est pas tout à fait la même mesure dans le capitalisme. Et la mesure dont parle Descartes n'est plus cette mesure-là. Parce que cette mesure-là, même chez Protagoras, c'est encore le métrone. Tandis que chez Descartes, c'est plus le métrone. C'est ce qui va devenir l'algorithme. C'est-à-dire, c'est ce que Leibniz va transformer en algorithme. C'est la mathésis universalis. Et la mathésis universalis, c'est pas simplement la mesure de l'homme-mesure. C'est beaucoup plus que ça. Et là, la question qui est derrière tout ça, c'est la négantropie. Moi-même, je pense que c'est un de mes grands regrets. J'ai essayé d'avoir 2 discussions avec Derrida. Une sur Marx. Et ça a donné Spectre de Marx. Parce que c'est à partir d'emmerdements, de questions que Catherine Malabou et moi n'arrêtaient pas de lui poser sur Marx, qu'il a fini par pondre ce machin. Mais qui, à mon avis, n'est pas un texte sur Marx. C'est un texte sur la spectrologie de Derrida appliquée au 18 Brumaire. Mais Marx, c'est pas le 18 Brumaire, il faut être sérieux. Marx, c'est le Capital, c'est les Grundrisse, c'est la critique de l'économie politique, il n'en dit pas un mot. Donc, je pense que pour moi, il n'y a pas de texte de Derrida sur Marx. Il y a un texte de Derrida sur le rapport des marxistes à la Révolution et des révolutionnaires à la Grèce. Et voilà, c'est pas la même chose. Par contre, c'est un texte très très intéressant. Quand je dis ça, tout ce qu'il dit sur Hamlet, relire Husserl avec Hamlet, tout ça, c'est extrêmement puissant. Mais ça ne parle pas de Marx, à mon avis. Et ça ne parle. Et l'autre chose, c'est, alors ça, je sais que tu as plein de choses à dire, et peut-être que tu nous en parleras demain, je crois que c'est demain ou après-demain que tu interviens, mais c'est le rapport de Derrida à l'entropie, à la négantropie. Parce que dans le texte sur Freud, par exemple, il évacue le sujet, alors que Freud l'a mis au cœur de son truc. Et dans le séminaire sur François Jacob, c'est à l'horizon, mais je pense qu'il ne le prend pas vraiment au sérieux, ce problème de l'entropie et de la négantropie. Voilà. Et à partir de là, ce que je crois, c'est que voilà, relire la métaphysique et déconstruire la métaphysique aujourd'hui, c'est peut-être revisiter toute l'histoire de la métaphysique, et notamment de la métaphysique après 1824, c'est-à-dire la métaphysique de Hegel, de Marx lui-même, de Nietzsche, de Bergson, de Heidegger et de Derrida, comme un refoulement de la négantropie. Je dis ça parce que tous ces gens-là, comme un refoulement de l'entropie, je veux dire. Tous ces gens-là ont refoulé l'entropie. Marx dit l'entropie, c'est pas dialectisable, donc c'est pas sérieux. Nietzsche dit l'entropie,
ça contrarie ce que je dis sur le surhomme, enfin, etc. Donc c'est pas, j'en tiens pas compte, et j'invente l'éternel retour pour lutter contre, voilà, etc., etc. Et notre problème, l'anthropocène, c'est le problème de l'entropie. Donc on ne peut plus rester dans ces machins-là. C'est un peu ça qu'on essaye de poser comme question dans ce bouleterium. Je suis désolé, je suis trop long et je vous laisse répondre. Oui. Est-ce que tu veux dire quelque chose ou... Tu peux commencer. Tu veux commencer? Non, vas-y, commence. Ah, d'accord. Oui, merci. C'est précisément ça le point avec Whitehead, je crois, d'aller au-delà de la question de Dieu, de la métaphysique, ça, qu'on ne peut pas dénier parce que c'est présent. Donc, il faut chercher de comprendre comment cela s'insère dans le discours que ici nous intéresse. C'est précisément celui des tendances énergétiques de l'univers, donc la tendance à la disgrégation et la tendance créatrice ou créative, comme l'appelle Whitehead. Donc comprendre un peu comment cela peut être pensé de notre point de vue et pas seulement suivre Whitehead dans son discours qui reste un peu théologique, mais c'est vrai aussi que ce n'est pas le Dieu transcendant que Whitehead décrit, mais c'est plutôt un Dieu, c'est un des principes de la nature, donc c'est un discours plutôt compliqué. Et par rapport à la question de Musil, oui, je crois que c'est précisément à partir d'une lecture de Nietzsche que Musil développe, et comme réponse à Nietzsche, que Musil développe la question de l'homme sans qualité, c'est-à-dire la possibilité de ne pas choisir comme choix. C'est-à-dire de ne pas se spécialiser, de ne pas se figer dans une identification, et de ne pas s'insérer dans ce type de subjectivité fixe que était un peu l'idée de son époque. Et l'idée de la quasi-cause, c'est précisément cela, dans une époque où il y a cet anthropos sans qualité que j'ai tenté de décrire, donc une entité supposée sans race, nationalité, sans rien, mais qui est imposée en tant que telle à travers le perfilage et tout ça. Alors, le choix de ne pas choisir de Musil, c'est quelque chose qui nous indique une possibilité, même s'il faut faire attention parce qu'il y a toujours le risque de retomber dans la gouvernementalité, dans la logique de la gouvernementalité algorithmique, donc de se faire capter dans quelque façon, non? Et oui, je vois l'idée de quasi-causalité précisément dans le fait que s'il y a cette situation, alors il faut décider de l'adopter dans quelque façon et de la transformer en quelque chose de produisant, de créatif, si on veut utiliser le mot de Whitehead. Alors il y a beaucoup de choses. Je vais essayer d'aller au plus rapide. D'abord répondre aux questions sur l'image. Alors 2 points. La première chose, j'ai tout de suite pensé à un article de 2015 de Vincent Beaubois, doctorant alors, publié dans Appareil, qui s'appelle « Le schématisme pratique de l'imagination », dans lequel il utilise un article de Bergson, publié dans La conscience et la vie, qui s'appelle « L'effort intellectuel ». Et dans cet article de Bergson, reprend la question du schème chez Kant pour la remplacer par la question du schéma, qui vient des Grecs. Et ce que montre assez bien, et c'est assez fort, ce que fait Vincent Beaubois, ce qu'il montre, c'est que
il est possible, à partir de cette notion de schéma que reprend Bergson pour penser la manière dont on circule dans la mémoire, pour le dire très vite, il arrive à montrer qu'on peut le penser d'un point de vue pratique. C'est-à-dire on peut le penser non pas comme mouvement de l'esprit, mais comme mouvement machinique, inscrit dans les outils et les machines. Alors ça, c'était le premier point. Mais je crois, et ça fera écho avec le dernier point que j'aborderai pour répondre à Bernard, je crois que le risque qu'il y a à vouloir rabattre le schématisme transcendantal sur un schématisme pratique ou technique, c'est qu'on confonde deux types de diagrammes. D'abord, le diagramme cybernétique, à savoir un diagramme de rétroaction qui chercherait à saisir le mouvement de la pensée par la rétroaction. Mais le problème, c'est lorsqu'on a établi le diagramme, ça ne bouge plus. Et un autre type de diagramme qui est la critique que Deleuze, dans l'introduction de Mille plateaux rhizomes, que la critique que Deleuze fait envers le diagramme cybernétique, lui il s'attaque à Chomsky, mais il y a aussi Bourdieu qui est derrière, à savoir les diagrammes de la reproduction. Et Deleuze dit non, on peut penser un diagramme qui soit un diagramme de la pensée mouvante, pour être plus fidèle à Bergson d'une certaine manière. Alors il oppose ici l'arbre et le rhizome, bon, il y a toute cette imagerie, mais je crois que plus profondément, il y a, et c'est mon deuxième point, chez Deleuze, une pensée plus précise du diagramme, précisément aussi en lien avec Lyotard. C'est-à-dire qu'il reprend dans Logique de la perception, son livre sur Francis Bacon, il reprend le concept de figure, de figural chez Lyotard pour en faire le concept de figure, et là, il arrive, grâce à la peinture, à pointer des diagrammes de la pensée mouvante. Plus précisément ici de la perception mouvante. Mais il y a bien concrètement une pensée du diagramme chez Deleuze, mais c'est la peinture, en tout cas la peinture de Bacon, mais on pourrait le trouver certainement ailleurs. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que ce n'est pas les diagrammes de rétroaction. Bon. Alors là, c'est le diagramme de la perception. Ensuite, je pense qu'il faudrait relire Logique du sens à partir de Logique de la perception pour penser des diagrammes du sens et plus seulement des diagrammes de la perception. Mais bon, ça c'est autre chose. Je passe aux deuxième chose, tout ce qu'a dit Bernard. Alors peut-être 3 points. Première chose sur le rapport entre Derrida et Marx. Bon. Dans Spectre de Marx, il y a quand même une lecture précise de l'idéologie allemande, en particulier de la deuxième partie de l'idéologie allemande sur Stirner, où justement il va faire une critique de Stirner en tant que Stirner serait l'idéaliste absolu. Mais ce qui est très intéressant, je crois, dans Spectre de Marx, et qui va dans votre sens, puisqu'il vous cite dans Spectre de Marx à ce moment-là, il cite la technique et le temps, il montre que une pensée des fantômes, bon, une pensée de la spectralité n'est possible qu'en tant qu'on se rappelle qu'il n'y a de spectre qu'à partir de la visibilité. Et cette visibilité du spectral n'est pensable qu'à partir de l'artefact. Alors, ce qui est très étrange, c'est qu'il montre ça avec une sorte de dialectique, hein, où à partir de la pensée, l'idée s'abstrait et se réincarne sous forme spectrale dans l'artefact. Bon, c'est des passages très difficiles, je serais incapable de les expliciter, mais en tout cas, je crois que là, il y a quand même quelque chose d'assez intéressant qui va reprendre, bien sûr, dans l'échographie de la télévision, le livre qu'il écrit avec vous. Mais il y a aussi une autre pensée de Marx chez Derrida, qui est dans un livre qui est apparu au printemps, qui s'appelle Théorie et pratique. Ce sont les cours de l'ENS. Et dans Théorie et pratique, il commente Marx, extrêmement précisément. Ce qui est assez étonnant, parce qu'on a toujours pensé que Derrida ne s'était pas intéressé à Marx avant les années 70-80. Et en fait, si avant, mais il y a aussi un autre petit livre où on en avait déjà l'intuition, c'est Politique et amitié. C'est un livre d'entretien où il explique quand même que du fait de son rapport avec Althusser, il ne pouvait pas entrer sur la scène philosophique directement, mais voilà, il a donné ses cours quand même, en parallèle des séminaires de Althusser. Bon, il y a quand même ces éléments, et je crois que même si les cours sont assez décevants, comme souvent, mais ça a été un cours d'agrégation, mais il y a quand même, je crois, certaines choses qui permettraient peut-être de préciser des points dans le spectre de Marx. Bon. On ne dit pas qu'il n'y a rien, là, je crois, au contraire. Mais par contre, il n'y a pas...
pour être précis, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas la discussion de l'analyse du capitalisme par Marx. Voilà, c'est ça. Et c'est quand même de ça dont on parle quand on parle de Marx. Voilà. Après, bien entendu, je trouve tous ces textes formidables, bien entendu. Hein. Si je peux, juste encore deux points, parce que vous avez posé des questions que je crois vraiment importantes. Un deuxième point sur cette question de l'analytique, juste en un mot. Je crois que la grande difficulté pour penser une critique de l'analytique, c'est de prendre en compte la manière dont, disons, les analytiques critiquent la synthèse. Et ce que la philosophie analytique appelle l'analyticité, c'est une sorte de pensée de l'analytique au-delà de l'analytique, enfin, à la limite de l'analytique, et à partir de laquelle il formule une critique radicale de Kant et de Husserl sur cette question de la synthèse. Je crois que là, c'est un terrain extrêmement délicat et qui, pour que nous puissions penser cette synthèse de la raison, nécessiterait d'être discuté de près, parce que ils ont peut-être une longueur d'avance. Bon. Le troisième élément, et le dernier, je m'arrêterai là, c'est reprendre cette question du fondement. Cette question du fondement en rapport avec la question du transcendantal. Alors, moi j'ai toujours eu une difficulté avec la technique et le temps, si je peux me permettre, avec cette notion d'atranscendantal. Parce que, en voulant pousser la critique au-delà de la déconstruction, j'ai toujours eu l'impression qu'il y avait l'idée de retrouver un fondement. C'est-à-dire retrouver ce que j'appelle fondement réel ici, c'est-à-dire retrouver quelque chose qu'on peut manipuler, qu'on peut produire, qu'on peut modifier, qui soit en même temps un fondement philosophique, à savoir l'objet technique. Et que, en passant de la trace à la rétention tertiaire, ça permet de faire ça. Mais le risque, c'est de retomber dans un fondement réel, que la technique soit le nouveau fondement réel pour la philosophie. Au sens où on a critiqué Marx. Et j'ai toujours eu une difficulté avec ce concept d'atranscendantal parce que je ne vois pas ce qu'il y a de transcendantal. Quelle est la différence entre l'atranscendantal et l'empirisme, en fait, du point de vue de la philosophie des fondements. Donc, l'enjeu, c'est bien cette distinction entre le quasi-transcendantal et l'atranscendantal. Est-ce que le quasi-transcendantal est encore un idéalisme ? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut critiquer, est-ce qu'il faut élaborer une philosophie critique du quasi-transcendantal ? Certainement. Mais là où Derrida risque toujours de nous avoir, c'est de nous renvoyer à l'empirisme avec Hegel, en reprenant la critique que Hegel fait de l'empirisme. Alors, pour terminer, la question de l'idiomatique me semble, sur ce point, sur la différence entre la transcendantale et le quasi-transcendantal, vraiment là où ça se jouera. Parce que l'idiomatique, oui, c'est une technique. D'accord, l'idiome suppose un support technique. Mais l'idiomatique, c'est aussi la question de la stylistique. Et la stylistique, il n'est pas certain qu'elle ait un fondement réel. C'est-à-dire que lorsque le poète élabore un style, lorsque le poète se pose des problèmes de style, il a une technique, mais cette technique, il n'est pas certain qu'elle corresponde à un support technique. Il y a peut-être une technicité qui ne relève pas de l'objet technique. Et la stylistique, je crois, peut-être, est au cœur de ce point. La stylistique, et pas seulement la métrique. Et là, Derrida est fondamental, parce que Derrida, lui, a posé cette question de la stylistique. Elle est au cœur de la notion de quasi-transcendantal. Il arrive à faire une critique de la philosophie transcendantale sans tomber dans l'empirisme, parce qu'il a un style. En fait. C'est le style de l'équivocité. Il arrive à maintenir une équivocité. Et moi, j'aurais cette question à vous poser très directement, à savoir cette question de la stylistique. Comment écrire ? Comment écrire ? Bon, je m'arrête là. Je te propose qu'on reprenne la discussion, parce qu'on aura une discussion générale ce soir. Voilà. Sinon, on va, parce que c'est pour Marie-Yvonne qui nous attend, ça serait pas très sympa. Mais je vais quand même essayer de vous répondre là-dessus rapidement. Quasi-transcendantal et quasi-causal. Voilà ce qui m'intéresse, moi.
est-ce qu'on peut choisir entre les deux? Et qu'est-ce que j'appelle la transcendantale dans toute cette affaire? Pour moi, le quasi-transcendantal, c'est une facilité chez Derrida. J'ai toujours considéré que c'était facile. Voilà. J'ai peut-être pas compris, hein. Mais j'ai jamais été convaincu du tout par ce discours. J'ai toujours senti que quand Derrida sortait ce machin, c'était une situation de faiblesse. Et d'ailleurs, il l'a sorti tardivement. Hein. Il n'a pas... Voilà. Et c'est-à-dire quand il commençait à arriver un peu à des limites, à mon avis. Hein. Quasi-causal, c'est tout à fait autre chose. C'est une situation de force, au contraire. C'est offensif, quoi. Bon. La question, c'est la rétention tertiaire. Pour moi, on ne peut pas fonder sur la technique. C'est pas possible, puisque la technique, c'est une rétention tertiaire, c'est-à-dire un pharmacone. On ne peut rien fonder sur un pharmacone. On peut effonder, par contre. C'est-à-dire qu'on peut quasi-causaliser l'absence de fondement. Et on peut localiser cette absence de fondement dans une croyance, qui est quasi-causale. Du coup, c'est une croyance, c'est pas une science. Et c'est pour ça que j'insistais tout à l'heure pour rappeler que jamais Marx n'a prétendu être une science. Jamais. C'est Althusser qui a fait ce machin, qui a d'ailleurs été catastrophique pour le marxisme français. Hein. Les Italiens étaient beaucoup plus prudents, quand même, sur ces questions. Après, ce que vous dites sur la stylistique, je suis archi d'accord. Hein. J'appelle ça la mystagogie, moi. C'est-à-dire que et ça renvoie d'ailleurs aussi à Bergson. Voilà. Et je pense que chez Deleuze, ça passe aussi par Bergson. Et cette mystagogie, c'est toujours une thérapeia. Il ne peut pas y avoir une thérapeutique scientifique. Ça n'existe pas. Il n'y a que des thérapeutiques pratiques. Voilà, ce sont des pratiques. J'appelle ça des préceptes maintenant. Voilà. Ou des maximes, comme aiment bien dire les philosophes. Et tout ça procède, alors pour nous, quand je dis pour nous au sens hegelien du mot, je dis pour nous là, pour nous, c'est-à-dire les hommes et les femmes du XXIe siècle, d'une histoire du transcendantal. Et on ne peut pas, si on veut, par exemple, croire qu'il est possible d'aller au-delà de l'Anthropocène, par exemple, c'est ce que j'essaye de faire, et j'essaie de le faire pour survivre, hein, pour ne pas mettre fin à mes jours, pour parler très clairement, il n'y a qu'une possibilité, c'est de prendre au sérieux la métaphysique. C'est de prendre au sérieux l'idéalisme, l'histoire du transcendantal, etc. Et ne pas croire qu'on peut l'évacuer. C'est pour ça d'ailleurs que pour moi Derrida est assez puissant. C'est qu'il nous oblige à repasser intégralement par toute la métaphysique, par tout le transcendantal, pour aller au-delà. Voilà. Mais surtout en n'oubliant rien. Et c'est là que ces connards d'analyticiens, pas tous, hein, il y en a qui sont intéressants. Moi j'ai lu de la philosophie analytique intéressante, mais en général la soupe que ça donne, qui est imbuvable pour des gens comme nous, c'est que ça, ils ne peuvent absolument pas le comprendre. Ça les dépasse totalement. Voilà. Et ça, pour nous, c'est de la barbarie, quoi. Voilà. Donc voilà, la technique, c'est pas un fondement. Et ça ne donne pas accès au réel. Comme vous l'avez peut-être noté hier matin, j'ai commencé en disant, le réel n'est pas rationnel. À partir du moment où le réel n'est pas rationnel, si on pose ça en point de départ, il ne peut pas y avoir de fondement dans le réel. C'est pas possible. Le réel ne peut être qu'effrayant. C'est pour ça notre philosophie doit ici commencer non par l'étonnement devant la force du réel, mais par l'effroi devant l'irrationalité du réel. Et cette irrationalité du réel, c'est pas seulement celle dont parle Nietzsche en 1878, ça c'est un texte de 78, non pardon c'est 72, c'est ce dont parle Whitehead, c'est-à-dire un cosmos qui se désintègre. Voilà. Et ça c'est effrayant pour le physicien. C'est pour ça que la plupart des physiciens refusent en fait, parce que c'est incroyable quand même, comme la physique, les sciences en général, ne veulent pas prendre ces problèmes en charge, quoi. Parce que ça sent le bénitier, ça sent le dieu, ça sent le machin, etc. Et ben nous, on est obligés de le reprendre. Bon, on va s'arrêter là. Bon appétit, merci beaucoup à vous trois, et merci pour votre patience.